Bonjour, docteur Michel Procureur. Bonjour, bonjour. Vous voulez absolument que je vous tutoie, alors je vais le faire. Oui, ben, ça me fait plaisir, oui, je trouve que ça met beaucoup plus les choses à l'aise, oui, oui. Alors je le fais. Bon, merci. Ça me faire plaisir. Merci. Tu viens de Belgique. Oui, bon, enfin surtout j'ai fait mes études en Belgique, mes études de médecine, et j'y ai travaillé 5 ans du côté de Roubaix-Lille-Tourcoing. C'est un coin très moche où il n'y a aucun médecin belge qui veut aller travailler. Enfin bon, c'est un coin, mais où les gens sont très sympathiques. Moi, mais bon, le coin est un peu sinistré, il y a beaucoup de chômage, il y a beaucoup de pluie, beaucoup d'usines un peu polluantes. Et bon, j'y ai tenu 5 ans, et puis je suis parti m'installer en France, en Vendée. Et là, ça fait 30 ans que je travaillais en Vendée. Et donc, ben, pour situer mon histoire, on est une histoire un peu commune avec Élodie Casobiel, oui. voilà, que tu connais bien. Et bon, on a été un peu mis sur la rampe parce que on est actuellement un peu traité comme des hérétiques face à l'Inquisition, parce que les hautes sommités scientifiques en France comme en Belgique considèrent que le vaccin est encore la solution contre le SARS-CoV-2, alors qu'on a constaté une myriade d'effets catastrophiques, de décès. On a tenu la main de Myriam Rio, la maman d'Anthony. Je reviens toujours à Anthony, qui était un étudiant de 6e année de médecine à Nantes. Et puis le papa d'Anthony va très mal aussi, il était marin-pêcheur, il doit revendre son bateau. Son bateau s'appelait le Milio. Et on a décidé de raconter tout ce qui nous est arrivé à moi et à Élodie. Donc parce d'emblée on a senti beaucoup d'atomes crochus, comme on dit, et puis beaucoup de choses à raconter à deux. Parce qu'on a été quand même pas mal secoués dans nos vies professionnelles et affectives et liées à toutes ces inepties, toutes ces incohérences qui nous ont fait vivre, tout ce totalitarisme qu'on a senti arriver et percoler tout doucement sous le prétexte d'une urgence sanitaire mondiale où tout le monde devait obéir, et surtout les médecins et les soignants. Mais de nouveau, en tant que soignants, nous devons respecter une chose, c'est notre éthique. On ne choisit pas ce métier pour rien, et on pose des actes en tant que soignant. Mais si on pose des actes, on doit surtout connaître la conséquence de nos actes. Et donc c'est là que je rejoins l'aspect tout à fait éthique de notre profession, qui est basé essentiellement sur la solidarité et sur la responsabilité. Et donc on demandait aux médecins, pendant tout ce qu'on a vécu, d'être complètement irresponsables, de faire confiance à Pfizer, qui est une société qui a été condamnée et qui est encore condamnée à des milliards de dollars pour charlatanisme dans des affaires de toxicité médicamenteuse. Enfin, ils ont déjà été condamnés de multiples fois. Mais ça rentre dans leur bilan, dans leur business plan, donc ils s'en foutent. S'ils payent 5 milliards d'amende et qu'ils en gagnent 35, le bilan est encore largement positif. Et donc, ce qui fait qu'après ces millions, ces milliards de personnes qui ont été injectées, le bénéfice du doute, puisqu'il y a des effets secondaires énormes, il profite encore à des sociétés comme celle-là. Et donc c'est ça qui est intolérable, c'est ça qu'on veut, non pas divulguer, mais hurler à tout le monde. Et surtout, on pense aux mères, aux enfants qui sont encore à l'heure actuelle vaccinés avec des choses qui n'ont pas du tout fait la preuve tout simplement de leur innocuité. On ne demande même pas d'efficacité, mais au moins que ces produits soient qu'il y ait une innocuité qui n'a même pas été testée. Et donc par nos témoignages, par les constatations qu'on en a faites, comme Élodie, infirmière, et moi chirurgien ORL, de tas de familles qui ont été endeuillées, que ce soit par de la myocardite, par des tamponades cardiaques sur péricardite,
comme Elodie Magne, 21 ans, qui a fait une thrombose de la carotide à 21 ans, comme Maxime Beltra, 19 ans, qui est aussi mort d'une tamponnade cardiaque, comme Nicolas Devino, qui a fait une myocardite, et puis on lui a dit oui, mais c'est une myocardite, mais il n'y a pas de relation. Moi, et comme je veux citer aussi quand même Mathieu Dubois, qui est porte-parole du collectif de la victime, qui est en train de collectionner les scléroses latérales hémiotrophiques, une pathologie neurodégénérative qui est catastrophique. Moi, en 35 ans d'activité, j'en ai vu peut-être 2, des vraies scléroses latérales hémiotrophiques, et à des âges avancés, après 70 ans. Là maintenant, Mathieu Dubois, en moins d'1 an, il en collectionne une quarantaine chez des jeunes qui ont entre 30 et 50 ans. Donc c'est vraiment, si nous, en tant que soignants, on ne peut pas être considérés comme lanceurs d'alerte et nous laisser toute la liberté de le faire et de ne pas répondre aux injonctions des États d'obéir tout simplement comme des soldats, eh bien, qui le fera si nous ne le faisons pas? Voilà. Est-ce que tu peux citer aux spectateurs nombre de références officielles, revues, PubMed, etc., VAERS, oui, qui permettent d'aller voir de manière officielle et non discutable les nombres impressionnants de ces effets secondaires? Oui, oui, bien sûr. En précisant en plus qu'il y a un facteur de sous-déclaration. Oui, oui, tout à fait, bien sûr, ça c'est évident. Tous les centres de pharmacovigilance savent qu'il y a grosso modo qu'une dizaine 10% des effets secondaires qui sont déclarés. Il y a un phénomène aussi qui est lié à la vaccination générale, même des soignants qui, peut-être au départ, de bonne foi, pensaient que c'était quelque chose de réellement efficace, mais comme ils ont vacciné toute la famille, psychologiquement, ils ont très difficile à reconnaître qu'ils se sont trompés. Et là maintenant, en regroupant les données de Dravigilance, de VAERS, donc de VARS aux États-Unis, des statisticiens tout à fait crédibles et qui travaillent à l'INSEE parlent de 17 millions de morts. C'est pour ça que ton avocat en a parlé à ton procès, et c'est bien pour ça aussi qu'il est temps de se poser des questions. Parce que, pour ne pas citer donc cette référence de nouveau honnie de toutes les bouches et qu'on ne peut pas citer, ça fait quand même 3 fois la Shoah, 17 millions de morts. Donc il est temps de se poser des questions, parce que en plus des scientifiques montrent bien, établissent bien le lien qu'il y a avec la vaccination, non seulement avec des effets secondaires qui sont très proche de la vaccination, dans les jours, les heures, les jours qui suivent, mais non seulement après des semaines, après des mois, voire des années. Parce que quand on voit le Distilben qui a été prescrit dans les années 60, même 40, le diéthylsylbestrol, donc c'était une hormone qu'on donnait aux femmes qui menaçait de faire des fausses couches, eh bien ça, il y a eu un retentissement sur les générations suivantes, et non seulement sur la génération suivante, mais la deuxième génération suivante. Donc les petites filles des mères vaccinées faisaient des cancers des voies génitales. Et puis là maintenant, on nous injecte de l'ARN messager qui n'a jamais été injecté chez l'homme. On fait une étude de phase 3, on ne prévient pas les gens quant aux conséquences, on ne demande pas leur consentement. Donc il y a de quoi vraiment se poser des questions. Il y a une omerta médiatique. Une omerta totalement médiatique des mainstream, comme on dit, parce que de toute façon, tout le monde le sait maintenant, les médias appartiennent à l'élite qui a promu cette vaccination, qui a vraisemblablement disséminé le SARS-CoV-2 qui a été trafiqué à Wuhan ou ailleurs dans des labos P4, et là les États-Unis avec Robert Kennedy est en train de prouver des choses, mais il y va à petits pas parce qu'il sait bien qu'il a en face de lui un dinosaure financier et il doit certainement être sous une pression énorme pour faire avancer les choses, mais lui est en train de révéler également que les quantités, même dans les vaccins tout à fait traditionnels, il est aussi pour
poser un moratoire sur tous les vaccins, même les vaccins traditionnels, qui contiennent des doses énormes d'aluminium, de formaldéhyde, c'est du formol, hein, ça sert à conserver les cadavres, et donc on injecte ça à des petits entre 2 mois et 18 mois. Et donc en cumulant les doses maintenant avec les 16 vaccins obligatoires des carnets vaccinaux français, on cumule des doses qui équivalent à 700 voire 1000 fois les doses toxiques autorisées chez l'homme adulte, et on impose ça aux petits. Donc il est sérieusement temps d'en parler, d'échanger. Nous, on est tout à fait prêts à échanger avec n'importe quel scientifique, on suit de près les recherches et les enseignements de gens comme Jean-Marc Sabatier qui a révélé des choses très très intéressantes, et j'invite tous les médecins à s'y intéresser parce que ça va réellement révolutionner le traitement des maladies chroniques concernant la suractivation du régime du système rénine-angiotensin-aldostérone. Vous souhaiteriez, comme RFK, Robert Kennedy, que des études indépendantes puissent établir l'efficacité des vaccins pédiatriques, par exemple, Bien sûr. Et leur non-innocuité, oui. Et éventuellement savoir s'il y a un rapport avec l'autisme, par exemple. Voilà, ça me semble évident. De toute façon, toute molécule, tout médicament, et les vaccins sortent pas du lot. Il faut effectivement faire des études qui n'ont jamais été faites. Les vaccins ont toujours sont toujours passés entre les mailles parce que il n'y avait pas ces études en double aveugle vis-à-vis de populations non vaccinées. Et c'est pour ça que c'est très facile. Macron en parlait des sociétés amish aux États-Unis. Si on s'y intéresse, pour lui, c'est un recul de 2 siècles, mais en attendant, il n'y a pas d'autisme chez eux, et toutes les pathologies qui sont survenues, comme la mort subite du nourrisson, et là, les preuves sont faites maintenant dans la mort subite du nourrisson, que 75% des décès se fait dans le mois suivant la vaccination. Et ça, c'est factuel. Il n'y a aucune personne qui peut discuter ça. Il y a des statistiques qui ont été faites, et donc on demande simplement une étude en double aveugle vis-à-vis de populations qui sont vaccinées, d'autres populations qui ne le sont pas du tout, pour voir quel est le réel bénéfice-risque de ces injections, bien sûr. Certains scientifiques et certains médecins, d'ailleurs, avouent, parfois en privé ou pas, que les épidémies ont disparu, surtout dû à l'amélioration des conditions de vie. De l'hygiène, bien sûr. Oui. D'approvisionnement d'eau, etc. De la qualité de l'eau, effectivement, et des mesures d'hygiène basiques. Toutes ces mesures sanitaires qui traitent l'eau, qui évitent la dissémination de choléra, de choses comme ça, sont tout à fait efficaces et prouvées actuellement. Maintenant, la vaccination, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Là maintenant, on fait vraiment face à un problème d'hystérie vaccinale. Comme Nicole de Lépine en parle, il faut sérieusement revoir les choses et pouvoir en discuter. C'est ça le plus frustrant, c'est qu'on sent que on constate des effets catastrophiques et que on nous laisse pas en parler. On nous laisse pas en parler. On vous bâillonne, et effectivement, le docteur de Lépine dit « Moi, je ne suis pas anti-vax, je suis vaccino-prudent ». Voilà, mais tout à fait, c'est un devoir de précaution. Mais moi, je n'ai plus aucun doute pour avoir constaté ce qu'on a constaté. Donc, les technologies déjà ARN messager, je suis pas le seul à le dire. Alexandra Henrion-Côte, qui a fait toute sa carrière sur les ARN, a découvert elle-même des micros ARN. Donc, elle sait vraiment de quoi il s'agit. Eh bien, moi, je vous invite à lire son bouquin sur les apprentis sorciers. Voilà, les apprentis sorciers qui en parlent très bien. Et mais que ce soit justement sur la toxicité au niveau inflammatoire, au niveau immunitaire, avec le dépassement d'immunité lié
à des anticorps facilitants aussi. On s'est aperçu, bien avant même la vaccination contre le Covid, avec d'autres vaccins contre la dengue, des choses comme ça, on s'est rendu compte qu'on provoquait des phénomènes immunitaires qui favorisaient l'infection, Et nos constatations en tant que soignants, la majorité des gens qui ont fait des Covid graves, c'est des gens qui étaient vaccinés. Et le ministère de la Santé l'a dit lui-même, il ne protégeait pas, il n'empêchait pas la transmission. Et troisièmement, si le vaccin ne fonctionnait pas, ce qui est le cas, eh bien, les Covid les plus graves arrivaient chez les gens qui étaient vaccinés. Et donc, il faut s'inquiéter des effets, effectivement, à moyen et à long terme. Et puis on voit des pathologies tout à fait différentes, comme une maladie de Creutzfeldt-Jakob, comme Morissette Doyer qui en est décédée en 3 semaines. On voit des pathologies comme des scléroses latérales amyotrophiques, on voit des diabètes auto-immuns, on voit des cancers du pancréas fulminants, on voit des cancers du sein qui reprennent de plus belle après des chimios alors qu'elles étaient stabilisées. Et donc c'est vraiment une perturbation majeure de tout notre système immunitaire dont il faut être conscient de la dangerosité. Voilà. Pour terminer, comme Élodie Cazaubiel, vous avez été donc dans un cas de conscience au moment du Covid, oui. Au nom du principe de précaution et par éthique personnelle, vous vous êtes dit non, je ne peux pas injecter un produit en lequel je n'ai pas confiance, oui, dans des corps. Vous avez donc fait des faux passes à des gens que vous connaissiez, des gens que vous ne connaissiez pas. Aujourd'hui, ça vous vaut les foudres du Conseil de l'Ordre. Vous en êtes où? Que va-t-il se passer? Donc je fais appel de ma condamnation à la chambre disciplinaire. J'ai été condamné à 3 ans d'interdiction d'activité, mais je fais appel, donc si je veux, je pourrais recommencer à travailler. Mais là, je purge déjà une peine qui dure déjà depuis, comme Élodie, depuis pratiquement 3 ans, et puisque c'était en mai 2022 me concernant, et qu'on a déjà dépassé mai 2025, et sur le plan pénal, la CPM se porte partie civile contre moi, parce que j'ai travaillé comme non vacciné, parce que je voulais rester en place, parce que on nous disait qu'il fallait se faire vacciner tous les 3 mois, et ayant des enfants qui n'avaient pas le recul vis-à-vis des effets secondaires que j'avais, je voulais rester en place pour les protéger, pour protéger mes enfants, et j'ai fait face à une demande, comme Élodie le dit, à une détresse humaine, mais phénoménale, à laquelle on se devait de répondre. C'était notre métier, on est payé pour ça, on est payé pour garder les gens en bonne santé, leur éviter des problèmes gravissimes comme ceux qu'on constate maintenant avec les injections. Donc la médecine, voilà, c'est un art et un humanisme. Mais exactement, voilà, c'est tout à fait ça. Et pour en reparler aussi, donc de ma condamnation, donc je serai amené à un procès pénal le 5 novembre à La Roche-sur-Yon, et j'espère être entouré de gens tout à fait qualifiés scientifiquement, avec des avocats, des hommes de loi qui connaissent la législature du Code sanitaire de santé publique, qui nous défend dans notre droit de désobéir pour protéger nos patients. Donc c'est vraiment cette éthique qui doit être toujours mise en avant, concernant, je le répète, notre responsabilité et notre solidarité. Voilà. D'ici là, vous ne travaillez pas? Non, je travaille pas, mais je m'occupe. J'essaye de durer dans le temps, parce que bon, la justice prend du temps, et donc il faut bien dormir. Vous êtes utile autrement. Ouais, exactement. Voilà. Bon, j'essaye de voir la famille, les amis, et puis quand même de profiter de la vie, parce qu'elle passe pour tout le monde. Voilà. Très vite. Merci beaucoup. Le 5 novembre 2025. Oui. On croise les doigts. Merci à vous, docteur. Merci à toi, docteur. Merci beaucoup.